donc c'est quoi en fait une pouponnière? Une pouponnière, en fait, c'est un milieu d'accueil pour des tout petits enfants qui ont nous, en tout cas en l'occurrence, entre 0 et 7 ans. Quand on dit un milieu d'accueil, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés, donc c'est nuit et jour et les week-ends, dans le cadre d'un placement du SAJ, du SPJ, et il peut y avoir aussi des demandes vraiment. Par exemple, imaginons une personne qui se fait hospitaliser, qui est une maman toute seule et qui dit: ah ben moi je n'ai pas d'endroit où mettre mon enfant, je dois partir ou me faire hospitaliser, ben voilà. Okay. Alors le SAJ, c'est quoi? C'est le service d'aide à la jeunesse. Donc c'est un service d'aide consenti, donc on travaille avec le parent, on demande l'accord des parents. Contrairement au SPJ, donc c'est un service protectionnel de la jeunesse. Et donc là, c'est des mesures prises par un juge. Donc il y a un jugement et c'est de l'aide contrainte. Donc là, les parents, on les informe, mais on ne leur demande pas leur avis. S'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'aide, au niveau du SAJ, on peut faire passer, le dossier peut passer, le dossier peut être judiciarisé et passer au SPJ. Par exemple, dans quelle situation le juge va décider de mettre un enfant ici? Alors là, quand c'est le juge quand même qui prend les décisions, c'est que quand même la situation va quand même assez loin. Et donc c'est très souvent des mises en danger ou alors des cas de négligence, mais qui sont assez importantes et qui compromettent l'intégrité de l'enfant. Quelles sont les principales missions d'une assistante sociale dans une pouponnière? Donc, quand l'enfant est placé ici, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, et si le parent est présent et régulier, il y a ce qu'on appelle des visites. Alors, il y a ce qu'on appelle des visites médiatisées, donc là où l'intervenant, donc en l'occurrence nous, on doit être présent pendant le moment de la visite pour observer, pour accompagner, que ce soit les gestes ou le jeu. Et il y a des visites qu'on dit non encadrées, comme on a ici à côté pour le moment, où le parent peut venir voir son enfant et jouer, être plus libre en tout cas. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est l'accompagnement des visites et de la relation parent-enfant. Ensuite, c'est vraiment tout ce qui est le travail de réseau, donc avec les services qu'il y a dans la situation. Il peut y avoir l'ONE, il peut y avoir les parents qui sont aidés par d'autres services, et surtout avec les mandants. Donc les mandants, ce sont ceux qui nous disent ce qu'on doit faire. Donc, en l'occurrence, le SAJ, le SPJ, qui nous disent: ah ben voilà, il y a visite une fois par semaine, c'est dans ces conditions-là, et alors nous, on doit rendre des comptes aux mandants. Donc, on doit faire des rapports une fois par an pour dire comment ça se passe, comment l'enfant évolue, comment la relation avec le parent se dessine. Quels sont, selon vous, les plus grands préjugés sur le travail en pouponnière? Il y a un petit peu un regard un peu miséreux de: oh, les enfants de la pouponnière. Des enfants malheureux qui n'ont rien, qui ne font rien, qui restent à la pouponnière et qui attendent que le temps passe. Ouais, alors que c'est pas du tout ça. Enfin, pas rester dans notre bâtiment et vivre en reclus de la société parce que c'est des enfants difficiles. Du coup, vous, dans votre vie personnelle, tout ce que vous vivez ici, est-ce que du coup ça impacte par exemple le fait d'avoir des enfants ou pas? La situation actuelle, c'est j'ai acheté une maison avec mon compagnon avec qui ça fait 6 ans, donc on parle d'avoir un enfant, mais c'est vrai, depuis que je suis à la pouponnière, je me dis que peut-être plus tard, je pourrais m'inscrire comme famille d'accueil. Au lieu d'être dans une institution, il peut être dans une maison, dans un foyer. Et il en manque surtout de familles d'accueil. Énormément. C'est cata. Il en manque vraiment plus ou moins 600 en Belgique, 600 enfants en attente de projet de famille d'accueil. Donc c'est énorme. Moi, ça me soigne un petit peu quand même d'être avec des tout petits. J'avais ce manque de lien, juste éducatif, hein. Apporter quelque chose à l'enfant, lui expliquer des choses. Et peut-être que ça arrivera un jour. Pareil, moi, être famille d'accueil, c'est toujours quelque chose qui m'a botté qui me botte depuis des années. Un enfant reste en général. Il y a le temps. Alors ça, tout dépend vraiment de son projet, de l'évolution. Ça peut être une semaine, comme 7 ans. Ça dépend vraiment du projet, quoi. Si, allez, imaginons, comme je vous ai expliqué, imaginons une maman qui est vraiment toute seule, qui doit se faire hospitaliser pendant, imaginons, 2 semaines, et qui n'a vraiment pas de réseau, qui est toute seule et qui
nous téléphone pour savoir si on a une place pour un accueil, ben ça peut être le temps qu'elle soit hospitalisée et puis qu'elle sorte. Mais très généralement, ce sont des longs projets. Parce que si les enfants arrivent ici, c'est pas pour rien. Et c'est que ça quand même, c'est que tout ce qu'on aurait pu imaginer au départ du domicile, donc des aides comme aide familiale, des aides éducatives, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si l'enfant est placé, c'est que tout ça n'a pas fonctionné et qu'il y a vraiment une situation de négligence ou de maltraitance. Le placement est vraiment le dernier recours. Ouais. Parce que c'est vraiment un éloignement du milieu familial. Et ça, c'est le dernier recours. Il faut savoir aussi que chaque situation est différente. Donc, vraiment, au niveau des situations, on peut pas dire, oh oui, cet enfant-là, c'est la même situation qu'un autre enfant. Non, non, vraiment, toutes les situations sont différentes. Il n'y a aucune situation qui se ressemble. Il y a peut-être certaines fois des similitudes, mais qui n'en est pas, en fait, quand on fouille plus loin. Et c'est ça que c'est vraiment important, hein, quand on reçoit des nouvelles demandes. Donc, le SAJ et le SPJ nous téléphonent en nous disant: est-ce que vous avez une place chez vous? Nous, on a tel type de profil il faudra un éloignement. On a une carte comme ça, hein, de demande, hein, parce que le monde va mal et c'est compliqué. Et de plus en plus compliqué. C'est là aussi toute l'importance de pouvoir un petit peu nettoyer la situation, donc de dire dans quoi est-ce qu'on est. Est-ce que les parents sont présents? Qu'est-ce qui a fait que l'enfant va venir? Est-ce que l'enfant a eu des séquelles? Pour savoir aussi au niveau des équipes, des péricultrices, comment on va pouvoir le prendre en charge. Tout à fait. Si on est dans la capacité de le prendre en charge aussi. Oui, parce que s'il y a des handicaps, est-ce qu'on est formé pour ça? S'il y a eu, par exemple, il y a eu un enfant avec des fractures, comment est-ce qu'on va pouvoir le soigner, nous aussi? Parce qu'on n'a qu'une infirmière, hein, donc on n'est pas non plus... et faire des allers-retours à l'hôpital tous les jours, on n'a pas le personnel pour, donc... Vraiment, chaque situation est vraiment différente. Oui, chaque situation est analysée, réfléchie en fonction du besoin de l'enfant aussi. Est-ce que certains enfants reviennent après être repartis dans leur famille? Moi, je n'ai jamais eu le cas, mais ça arrive. Ça arrive. Et donc, pour ça, on fonctionne avec ce qu'on appelle un code M. Alors, le code M, ça veut dire que donc le SAJ ou le SPJ dit: ok, il y a un retour à la maison, nous on met le code M. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, la place de l'enfant ici à la pouponnière, elle est réservée. Donc s'il y a quoi que ce soit qui pète à la maison, du jour au lendemain, il peut revenir ici sans forcément repasser par une liste d'attente. On garde sa place, donc il y a 24 enfants. Mais si lui est en code M, il y en aura 23, mais c'est comme si on avait les 24. Pour qu'en cas d'urgence, on puisse réagir en tout cas, et qu'ils puissent ne pas repartir par un autre lieu de vie et être complètement perdus dans une autre structure, quoi. Comment ça se passe l'accueil d'un nouvel enfant? Donc, comme Sophie l'a expliqué, on a une forte nouvelle demande. Donc, en fonction du profil de l'enfant, on analyse ses besoins. Quand on doit prendre contact avec les personnes qui ont fait la demande, donc c'est généralement le SAJ ou le SPJ, on demande si l'enfant a trouvé une place ou si il recherche toujours une place pour l'enfant. Si l'enfant est toujours à la recherche d'un éloignement, alors dans ces cas-là, on demande un peu plus sur la situation. On voit où est l'enfant actuellement, s'il est à l'hôpital, s'il est justement en famille d'accueil ou dans un autre endroit. On organise une première rencontre avec l'enfant. S'il y a une assistante sociale dans le circuit, on prend contact aussi avec l'assistante sociale de où l'enfant se trouve. Et par la suite, on en informe le staff, on discute avec l'équipe, on met en place, l'équipe psy met en place une péricultrice de référence. Par la suite, on prend contact avec la péricultrice de référence en expliquant la situation, voir si elle est disponible pour rencontrer l'enfant, voir si ce dont l'enfant a besoin, parce que des fois on a des enfants en bas âge, donc par exemple quelques mois, qui n'ont rien, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de doudou, qui n'ont vraiment rien. Donc c'est ça aussi l'importance qu'on soit accompagné en équipe
pour voir ce dont l'enfant a besoin pour son arrivée ici et pour préparer aussi son arrivée. On essaye que l'enfant ne débarque pas du jour au lendemain ici. Parce que autant pour lui que pour le groupe, ça peut être un peu déstabilisant, quoi. Tout à fait. Donc, ouais, c'est ça. Et parfois, on essaye qu'il passe 1 heure, puis une matinée, puis avant son entrée, quoi, que ça se fasse en douceur. C'est ça. Et puis, il y a Dans le aussi... meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas. Et puis, il y a aussi une question d'organisation au niveau Oui, des c'est chambres ça. aussi. Si c'est un bébé de quelques mois, c'est pas possible qu'il soit à plusieurs dans une chambre. Donc, on doit regarder au niveau des organisations, réorganiser toutes les chambres. Donc, c'est vraiment un travail quand même assez complexe. Ouais. On doit penser à tout. Et on doit rien oublier. C'est comme une crèche H24. Et donc les plus grands qui vont à l'école, ils vont juste ici à côté. Et donc oui, c'est comme ils se lèvent, ils s'apprêtent, ils vont déjeuner, puis on les conduit à l'école. Puis vous venez les chercher, en fait, c'est vraiment... Puis on vient les rechercher, oui. En fait, c'est vraiment comme une mini-famille. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. On les conduit en stage, là, quand c'est comme ça les vacances. Des fois, ils ont des anniversaires avec les copains, on les conduit. Hier, un avant-hier, je suis allée au cinéma. Enfin, on essaye vraiment qu'ils aient une vie la plus normale possible. Tout à fait. Qu'ils ne soient pas cantonnés aux 4 murs ici, quoi. Comment un peu ça se passe, en fait, les visites? Il y a des droits de visite. C'est le mandant qui accepte et qui met en place les horaires de visite. C'est vraiment eux qui décident. Voilà, vraiment. Nous, on n'a rien à dire. rien à dire. Voilà. Si on doit faire une demande, on doit passer par le mandant. Donc, par exemple, ici, moi, actuellement, j'ai 3 droits de visite. Des enfants qui ont un droit de visite une fois tous les 15 jours, 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 15 jours. Pour le moment, moi, ce sont des visites encadrées, donc je dois être présente lors des visites. J'en ai une semi-encadrée, donc je peux être là ou je peux être dans les parages sans pour autant être vraiment dans la pièce à observer. Je n'ai pas encore des visites qui ne sont pas encadrées. Et il y a vraiment des visites avec les parents, ça se passe très bien. Oui. Et très souvent, c'est des parents pour lesquels il y a potentiellement un projet de retour à la maison. ça. Moi aussi, j'en ai. La maman, elle vient le mercredi, elle prend l'enfant, elle va en ville, elle va aussi. Enfin, elle fait plein de choses avec. Ou le samedi. Oui. Voilà. Mais avant d'arriver à ça, il y a eu un grand travail avant de parentalité. Hein. Et c'est pas un travail sur quelques semaines ou sur quelques mois, c'est vraiment un travail sur Des des années. Du coup, maintenant, on voulait un peu aussi parler de l'aspect émotionnel. Enfin, je pense que du coup, c'est vraiment une grosse partie dans votre travail. Et donc, la première question, c'est est-ce que c'est difficile émotionnellement de s'attacher aux enfants? Un impact, je dirais pas ça. Parce qu'on travaille aussi le départ, on fait une petite fête. Dans le service où on met des ballons, enfin, on réunit tous les enfants, on fait des fêtes avec eux, on prépare la valise. C'est très souvent le boulot du travailleur social d'amener l'enfant dans le nouveau. C'est pour un mieux pour lui, toujours. Donc, il y a quand même une part de... C'est positif, c'est une nouvelle chose. Maintenant, on verse notre petite larme. Enfin, on essaie de ne pas le faire devant lui. C'est ouais, trop bien. Mais oui, c'est vrai que... Maintenant, c'est pour une belle chose. Donc. Et puis voilà, c'est la vie en pouponnière. Hein. Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont vraiment personnellement marqué? Moi, comme je viens de commencer, il n'y a pas vraiment des situations qui m'ont marqué ou qui me marquent. Maintenant, on s'attend quand même à avoir des situations qui ne sont pas faciles. Donc, c'est aussi un travail de préparation de soi. Je pense que, comme tu as dit tantôt, si on sait se protéger et si on se connaît, je pense qu'il y aura toujours des situations qui nous feront mal au cœur, où on aura de la peine. Comme il y a des gens qui nous disent je ne saurais pas travailler en pouponnière comme toi tu fais. Mais moi je ne vois pas la chose négative, je vois la chose positive. Ils sont chez nous, ils sont bien. Et il n'y a pas vraiment de situation personnellement qui m'ont marqué. J'en ai en tête 2, même moi c'est vraiment les situations dans lesquelles les mamans ou les papas reviennent de méga loin. Quand on parle de c'est vivre à la rue, c'est des parents qui ont des parcours eux-mêmes, qui ont été en pouponnière, en IPPJ, des choses comme ça, et qui, sur 2 ans de boulot, sont que dans une porte montante. Quoi.
Donc il n'y a plus de console, il n'y a plus. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Enfin, je me dis, mais waouh, quoi. Là, et ça, c'est vraiment ces deux situations-là. Donc pour ça que j'adore le boulot aussi. Hein. Quelles sont les plus grandes difficultés dans l'accompagnement d'un enfant sans parents? Très dur, moi, je trouve, c'est quand il voit tous ses petits copains qui partent en visite et pas lui. Et quand ils grandissent, hein, qu'ils comprennent, ça c'est compliqué. Ou les enfants, ben, dès qu'ils nous voient, parce qu'on est les référents des parents, nous, hein, donc quand ils nous voient en haut, ben, on a la référence du parent, et quand ils nous voient, ils sont à Paris, mais quand je visite, c'est après visite. Voilà. Et il y a les plus grands qui sont là, qui comprennent et qui n'ont juste pas de parents. Hein. Et du coup, le plus grand qui est ici, qui a 6 ans, un jour il m'a bluffé parce qu'il m'a dit, bah oui, moi j'ai pas de papa et pas de maman, c'est pas grave. On a notre cœur qui se serre et on ne sait pas quoi lui répondre. On n'a pas ici par hasard non plus, je pense. Non, voilà. Non. Il a fallu du temps. On n'a pas ici par hasard. Ouais. Des fois, il faut du temps pour y arriver. Et quand on y est, ben, on sait pourquoi on y est.